vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, on est ravis de vous accueillir. Bienvenue à tous, il est 17h02. Si toutefois vous aviez un train à prendre à 17h, c'est trop tard. Ah oui. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Comment allez-vous? En forme olympique. Avec toutes ces bonnes nouvelles. 41 millions et demi. Vous savez ce que c'est? Mon salaire? Ah bah vous avez de la chance, je vais renégocier le mien. 41 millions et demi, c'est le record battu par Sud Radio l'an dernier en écoute numérique. 41 millions et demi d'auditeurs se sont connectés par le biais des plateformes numériques pour venir écouter Sud Radio. Et d'ailleurs, dans l'info en plus, on aura Frédéric Jouve. Pour annoncer des chiffres phénoménaux sur l'an passé, plus en détail, parce qu'il est bien meilleur que moi sur la technique. Et sur le mois de janvier, qui, vous le savez, vient de se clôturer. Ça s'arrose alors? Oui, ça s'arrose, exactement. Ah, ça c'est veut pas dire idiot. que tout ce que vous dites est réécouté. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on vous remercie en tout cas sincèrement de votre fidélité, de la réécoute des émissions un petit peu partout, en tout cas sur toute la grille. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300, bien entendu, jusqu'à 19h. Allez, au sommaire de cette émission, un homme de 27 ans est mort lardé de coups de couteau en pleine rue hier soir à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, après une élève de 15 ans au nord de l'Angleterre. Deux exemples récents de fléau des armes blanches. Le Premier ministre britannique promet une loi. La ville de Paris vient de présenter un plan couteau. Alors parlons vrai. Est-ce que cette multiplication des attaques et des morts au couteau vous inquiète? Et à la question, faut-il une politique globale contre les armes blanches? Vous dites oui à 54%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Nous aurons avec nous Jean-Christophe Couvi, qui sera avec nous par téléphone, le secrétaire général d'Unité. Et puis Christian Jouni, patron de boîte de nuit, délégué général du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. Qui a des nouvelles de Emmanuel Macron? On se pose la question. On n'entend plus beaucoup parler du président, à part quand il va boire des verres dans un bar, ou alors lorsqu'il parle sur TikTok, pardon. Alors, à cette question, le président de la République est-il encore écouté, y compris dans son propre camp? Macron est-il démonétisé? Vous dites oui à 92%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300, ou c'est monétisé à 5 centimes d'euros l'appel TTC. Allez, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec un Philippe Bilger en forme. Bonsoir mon Philippe. Très en forme. Comment allez-vous Philippe? Je vais très très bien. Tant mieux. Oui, mais parce que... Non, j'arrête là, parce que j'ai des contraintes médiatiques ce soir, beaucoup plus officielles qu'à Sud Radio, où on peut être... désinvolte, mais toujours concentré, ma chère Cécile. Exactement. Comme vous nous le rappelez. Absolument. Et en deux mots. Moi, j'accepte centré. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre. Bonsoir, Sébastien Ménard. Bonsoir les amis. Ça fait bizarre de vous voir à la place de Françoise de Gois. Écoutez, je me gauchise, vu que a priori le plateau d'invités se droitise, donc je me gauchise. Pas toujours. J'adore votre coiffure, on dirait Napoléon. Merci, j'adore. C'est vrai, en plus, il a un côté Napoléon. Et vous n'avez pas encore entendu parler. Hein. Vous n'allez pas lui chanter la Jaxienne pendant qu'on y est? Non, mais si vous pouviez vous taire, d'ailleurs, ça nous arrange. C'est une très belle chanson, la Jaxienne. Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie, spécialiste de l'aide au sevrage tabagique, entre autres. Bonsoir. Les amis, entre autres, merci de le rappeler. Ah bah oui, on ne va pas vous cantonner dans un... Et c'est pas pour ça qu'il dit des choses fumeuses. Oh, je vois que ça se démarre très très fort. Et vous allez pouvoir nous appeler au 0826 300 300. On a un petit problème de téléphone, mais tout va bien se passer. On est ensemble jusqu'à 19h et on vous le disait, on vous remercie bien entendu pour toutes ces bonnes nouvelles concernant les stats. Vous nous écoutez sur les applis, vous nous écoutez sur YouTube. On est près d'1 million d'auditeurs sur cette chaîne YouTube. On devrait passer, je pense, avant la fin de la saison. Ça monte très vite. Vous restez avec nous dans un instant. Les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. Une gauche pure ou une gauche pragmatique? Dis donc, ça donne envie. Ça fait rêver. Dans un instant, vous êtes avec nous jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus. C'est les vraies voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix jusqu'à 19h, soyez les bienvenus, on est ravis de vous accueillir avec Philippe David, mon cher Philippe David. En pleine forme. Ouais, bah tant mieux. Et vous avez vu les chiffres quand même, ils sont bons, 41 millions et demi. Ça, ça laisse rêveur. C'est vertigineux. Mais ça, c'est Philippe David, c'est depuis que vous mettez des chemises, des chaussures à boutons. Belle chemise d'ailleurs. Oui, Elle est bien. ou bien un genre classique qui est bien, ou alors des t-shirts très, très ostentatoires. Très parfois chamarrés. illuminés. Illuminé. Il y a mais- des étiquettes, il y a des inscriptions un peu partout. Vous avez remarqué, Philippe Bilger, que Philippe David a changé depuis un certain moment. Et bien sûr. Mais est-ce que- c'est une on sent qu'il y a du style. influence. C'est pas le sien. Est-ce qu'il n'y aurait pas une femme là-dessous ma chère Cécile, oui, c'est à se Je dis demander. qu'il y a femme sous roche. Moi, je suis sûr, Philippe David, mon cher Philippe David, je suis sûr qu'avec des bonnes blagues et des cheveux, c'est 100 millions. Ouais. Je suis intimement convaincu. Au niveau de la bonne blague, faut pas non plus espérer grand-chose. Les cheveux, j'ai peur que ce soit un peu tard. Sauf qu'il peut. Non, avec une perruque, c'est jouable. Hein. Je lui ai dit d'ailleurs que le 8 Elle mars... veut que je fasse une émission avec une perruque Bah blonde. oui, le 8 mars. Et on sera pas à l'antenne, c'est un samedi. Mais je sais pas, pour le film, fêter le lundi, une perruque blonde. Faites attention, je vais la trouver. Mais oui, bah, non seulement vous allez les trouver, vous allez la mettre. Autour de cette table, Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Jean Dorido. Et vous, au 0826 300 300, tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur, une gauche extrémiste ou une gauche responsable? Oui, C'est parce votre que réquisitoire. j'ai écouté Olivier Faure ce matin et il a très bien posé le problème. Je veux dire, il y a une gauche qui réclame de la pureté et paradoxalement, la pureté de la gauche peut entraîner soit une forme d'extrémisme, je pense à LFI, soit une impuissance, puisqu'évidemment, comme on ne veut qu'une gauche pure, on n'accomplit jamais rien. Et de l'autre côté, on a la gauche pragmatique, la gauche empirique, celle, on pourrait la qualifier très largement de social-démocrate, qui veut obtenir des avantages. Ça a été le cas avec Olivier Faure dans sa négociation avec François Bayrou et avec le ministre des Finances. Et donc, moi, c'est très passionnant d'arbitrer entre les deux gauches. Pour ma part, mon choix est fait. En tant que citoyen qui n'appartient pas à ce camp, je crois que si on revient à une gauche pragmatique, on gagnera beaucoup sur le plan de la démocratie. Sébastien Ménard. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec Philippe Bilger, parce que pour moi, la gauche pure, c'est pas la gauche LFiste. Pour moi, c'est une gauche impure, celle qui pactise dans certains quartiers avec les barbus, qui est devenue complètement antisémite. Donc, c'est pas la gauche. Et donc, je vous prends, pardonnez-moi, en tout cas intellectuellement à contre-pied, la gauche pragmatique, c'est celle de Mélenchon. C'est celle qui va chercher les voiles où elle se trouve, pour le coup. Mais la gauche pure, celle qui, en tout cas, défend des valeurs sur lesquelles on peut se retrouver, même si je ne suis pas de gauche, c'est la gauche aujourd'hui dite de gouvernement. C'est celle inspirée encore il y a quelques heures par Lionel Jospin, c'est celle d'Olivier Faure, c'est celle d'un certain nombre de responsables politiques de gauche. Ils sont responsables et politiques. Voilà, ce qui n'est évidemment pas le cas d'un certain nombre d'énergumènes et LFistes. Philippe, vous pouvez... Je réponds bien sûr, après. comme vous voulez. Jean Dorido. Non, mais si on regarde à gauche et aussi à droite, il y a un vrai sujet depuis quand même maintenant longtemps autour de la montée du fameux populisme. Quoi qu'on mette derrière ce mot, il y a une aspiration aujourd'hui chez de nombreux électeurs à une forme de radicalité, d'intransigeance. On voit la montée en Europe de démocratie dite illibérale. C'est le cas en Pologne, c'est le cas en Hongrie. Quand tous les champions des statistiques posent la question, disent aux Françaises, est-ce que vous aimeriez plus de fermeté? Est-ce que vous aimeriez des responsables politiques un peu autoritaires? Il y a une appétence pour cet autoritarisme et du coup la question c'est donc du coup pour revenir à la gauche, est-ce qu'il faut une gauche qui soit un peu autoritaire, avec tous les excès effectivement que ça peut comporter, ou est-ce qu'il faut effectivement une gauche plus molle, pour le coup, pas plus molle, plus pragmatique, dans le sens quand même de faire quelque chose de viable pour qu'on puisse vivre en paix ensemble. Et ça, c'est un fait qu'LFI attise les haines, attise toutes les rancœurs, en allant même dans les extrémités les plus sordides. Sébastien, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que lorsque je parlais de gauche pure, je me situais
dans le camp de cette gauche-là, c'est-à-dire celle de Mélenchon qui considère que, en réalité, il y a une essence de gauche qui est très directement reliée à ce qu'il fait. Et de l'autre côté, il considère que les socialistes ne sont plus à gauche. On a entendu hier quelqu'un de très intéressant, un auditeur qui était très excité, mais tout à fait intéressant. Et à la fin, il a dit, je lui ai demandé, mais vous considérez qu'LFI n'est pas d'extrême gauche? Il m'a répondu, mais oui, bien sûr, puisque les autres n'en sont plus de gauche. Donc c'est un peu, c'est le risque que je voulais... Vous m'avez fait rajeunir tous les trois de plus de 40 ans. Est-ce que c'est pas le retour de la première gauche qui voulait la rupture avec le capitalisme face à la deuxième gauche qui est social-démocrate à l'époque de la Mitterrand-Rocard? Sébastien parlait de Jospin tout à l'heure, et Lionel Jospin, avant son échec foudroyant de 2002, il disait justement le socialisme, il est là pour remplacer le capitalisme. On était vraiment encore dans la guerre froide et on avait vraiment un parti socialiste qui était rose-rouge. Et à l'époque, ils avaient des voix. Quand on a, je dirais, des courants socialistes qui veulent faire progresser la société, qui veulent quelque part réformer l'économie de marché, etc. Tout ça ne me pose pas de problème. Je peux ne pas être d'accord, mais tout ça ne me pose pas de problème. Mais quand on décide, comme l'a annoncé Mélenchon il y a quelques heures, vouloir remplacer une partie de ce qui fait l'identité française, de ce qui constitue nos territoires, etc., par une France wokiste, immigrationniste et antisémite, moi j'ai un problème. Et c'est pour ça que je ne peux pas parler et je ne peux pas laisser passer le fait, même si je ne partage pas leurs idées, pour moi la gauche pure, c'est pas LFiste, c'est pas les LFistes, c'est pas Mélenchon, c'est pas toute cette racaille, pardonnez-moi. On ne donne pas le même sens à pureté, mon cher. Mais je fais exprès de prendre à contre-pied, je l'ai dit. Pour moi, la pureté de la gauche, c'est une gauche qui est conforme à ses archétypes, même les plus faux. Enfin, on a, me semble-t-il, le même problème à gauche et à droite, c'est-à-dire que vous mettez deux personnes dans une pièce, il y a déjà 3 avis différents, on connaît les 3 droites, Boulanger, Bonaparte et Orléans, et à gauche c'est pareil, on parlait d'antisémitisme, Proudhon était antisémite, et Marx, bon c'était pas le cas, donc si vous voulez c'est toujours le souci, ça me rappelle ce sketch des inconnus, c'était il y a très longtemps, entre le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il faut vraiment être du coin pour comprendre la différence. Il y en a qui boit. Allez, merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont censure, alliance et prescription. Le RN ne devrait pas voter la censure demain après l'annonce de Jordan Bardella. Le gouvernement Bayrou gagne un peu d'oxygène et certainement de temps sur ses 2 bords. Un ministre de l'Intérieur avec des manifestants devant l'Assemblée nationale, scène assez rare. Bruno Retailleau est allé rejoindre les policiers du syndicat Alliance qui dénoncent un budget insuffisant. Et puis il n'y aura pas d'enquête sur les agissements de l'abbé Pierre et la non-dénonciation des faits, annonce le parquet. La conférence des évêques de France indique comprendre mais regretter cette décision. Les vraies voix Sud Radio. Feu vert à sa gauche et feu vert à sa droite. Pour le gouvernement Bayrou, la motion de censure demain, c'est un peu comme avant de traverser au passage piéton. L'horizon semble se dégager des 2 côtés. Après le PS, c'est le RN qui annonce ne pas vouloir voter la censure, comme l'a expliqué ce matin le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Les Français, au moment où on se parle, ça peut changer demain, ça n'était pas le cas hier, ne tireraient pas profit d'une nouvelle forme d'instabilité qui pourrait avoir des conséquences plus lourdes pour l'économie que lors de la précédente censure au mois de décembre. Ce qui compte pour nous et ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir regarder les Français dans les yeux en leur disant que dans le contexte très difficile sur le plan institutionnel et politique que nous vivons depuis cet été, qui est du fait, encore une fois, des accords de second tour qui ont été passés entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon et qui ont privé le pays d'une stabilité pendant au moins 1 an, date à laquelle nous pourrions organiser de nouvelles élections législatives, notre volonté, c'est d'arracher des victoires et d'arracher des concessions. Jordan Bardella ce matin chez nos confrères de CNews. La France devrait donc terminer la semaine avec un budget et avec un gouvernement Bayrou. Philippe Bilger, c'est, qu'on le veuille ou non, peut-être un symbole que le gouvernement Bayrou pourrait durer plus qu'on ne le disait. En tout cas, je l'espère, et je trouve que la stratégie de François Bayrou, au lieu d'être qualifiée de molle, comme je l'ai lu dans certaines publications, jusqu'à maintenant, est très intelligente.
Sébastien Ménard, c'est un fait qu'on peut quand même se réjouir d'avoir un peu de stabilité dans cette Assemblée. Ça va quand même être une bonne chose. Avec, quand même, on peut noter un RN qui continue de se dédiaboliser, qui ne joue plus les troubles faits, qui ne les a jamais vraiment joués, d'ailleurs, dans l'histoire récente, là, avec la fameuse cravate, justement, et vraiment une respectabilisation, une normalisation, voilà, qui continue. Sébastien Ménard. C'est la victoire, enfin, du en même temps. C'est-à-dire que cette fois, on va du PS en passant par Renaissance, les LR, jusqu'à, en tout cas, la franche avec laquelle on peut converser, en tout cas, du Rassemblement national. Après quelques années, ça fonctionne. Donc, on a mis en même temps. Ah bah d'accord, c'est ça. Allez, le deuxième mot, manifestation, celle du syndicat de police Alliance devant l'Assemblée nationale. Près de 5000 policiers selon Alliance qui dénoncent un projet de budget 2025 insuffisant sur les moyens de la police. Ils invitaient donc tous les partis, presque tous sauf LFI, à les rejoindre pour discuter devant l'Assemblée. D'ailleurs, chose assez rare, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau est même sorti pour les rejoindre, ces policiers d'Alliance, devant le Palais Bourbon. Éric Henry, délégué national d'Alliance Police Nationale, dénonce des moyens qui ne suivent pas les ambitions affichées. Le budget n'est pas à la hauteur des enjeux. Notre ministre, notamment, a dit vouloir faire la guerre au narcotrafic, à l'immigration clandestine, sans oublier la délinquance du quotidien. Il faut nous donner, évidemment, des moyens à la hauteur des ambitions. On nous demande toujours plus, avec des moyens quasiment identiques ou légèrement à la hausse. Là, le budget 2025 est légèrement à la hausse parce qu'il tient compte de l'inflation. Mais c'est nettement insuffisant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dettes du budget 2024 qui vont être reportées sur 2025. Prenons par exemple l'exemple du loyer des casernes de gendarmerie. Le cyclone Chido à Mayotte, qui a dévasté l'archipel. Quelques centaines de millions d'euros devraient être pris sur le budget du ministère de l'Intérieur. On va être en deçà du budget espéré pour pouvoir faire face. Éric Henry du syndicat de police Alliance au micro de Patrick Roger dans La Vérité en face ce matin sur Sud Radio. Un mot ? Non ? Un ministre qui va manifester, c'est quand même pas fréquent. Hein. Oui, mais alors j'ai cru comprendre à la suite de l'excellent propos de Félix que il n'a pas directement participé à la manifestation. Il était à l'intérieur. Il est allé à leur rencontre. Parce que sinon, ça aurait été discutable. Mais déjà, c'est pas si fréquent que ça. Oui, mais manifester alors qu'on attend les moyens du ministre en question, c'est un petit souci. Bruno Retailleau soigne sa com, et ma foi, il ne loupe pas une occasion. On a connu ça avec un autre ministre de l'Intérieur il y a quelques années, et ma foi, ça peut... Tendre la main, c'est plutôt positif. Sébastien Ménard. De toute façon, il n'a pas le choix. Il est le premier flic de France. Donc il est censé représenter les siens, et il est censé représenter les siens, que les siens soient parfaitement alignés en phase avec lui, ou que les siens manifestent contre des arbitrages budgétaires qui sont sensiblement, je dirais, en recul. Troisième mot, prescription. Il n'y aura pas d'enquête sur les agissements de l'abbé Pierre. Et pas d'enquête justement pour cause donc de prescription, indique le parquet de Paris. Dans un communiqué, la conférence des évêques de France dit comprendre mais regretter cette décision. C'est elle qui réclamait un traitement par la justice de ces agissements, mais aussi donc de leur non-dénonciation. D'ailleurs, ces fidèles catholiques ici rencontrés par l'agence France Presse il y a quelques semaines soutenaient complètement l'idée d'une enquête judiciaire lorsque la conférence des évêques l'avait demandé. Effectivement, on a caché ça. Je suis effarée et je suis d'accord pour savoir pourquoi il a été couvert. La justice doit aller au bout. On n'est pas au-dessus, même si l'abbé Pierre, c'est un icône pour la religion catholique. Je pense qu'il a fait, malheureusement, c'est très triste et je pense qu'il faut que ça aille au bout dans l'intérêt des Français et des catholiques. Établir justice, en fait, pour les dommages qui ont été causés, obtenir réparation pour les victimes de ces agissements. Quand c'est couvert, c'est la complicité. Ça devrait être aussi les personnes qui sont encore en vie et qui ont couvert ça devraient être inquiétées. Pas d'enquête donc pour cause de prescription. Dans sa réaction auprès de l'agence France Presse, la conférence des évêques de France exprime sa proximité envers les personnes victimes. Elle redit sa détermination à agir pour que toute la vérité possible soit faite sur ces actes. La prescription est acquise, je la discute pas. Le parquet de Paris n'avait pas le choix. Mais je trouve que la conférence des évêques de France est un peu, tout respect conservé, est un peu hypocrite. Ça fait des années qu'on savait que l'abbé Pierre se livrait à des
des choses qui n'étaient pas très catholiques. On aurait pu réagir autrement. Hein. Et c'est le point cardinal. C'est le point cardinal des vraies voix qui vient de le dire, Sébastien Ménard. Non, mais on est sur ce sujet-là, évidemment, la conférence ou la Confédération des évêques de France est border depuis le début. Et là, pour le coup, je dirais que la décision de justice vient faciliter leur narratif. Quoi. Là, pour le coup, c'est extrêmement facile pour eux. Jean Dorido. C'est extrêmement délicat cette affaire, c'est assez vertigineux pour le coup, parce que c'est vrai ce qui a été dit par dans ce qu'on en vient d'entendre. L'abbé Pierre, c'était une icône, il a fait énormément de bien toute sa vie, et là, c'est ce qui est extrêmement choquant. La face sombre. C'est sa face sombre, et c'est le fait que ça a été couvert par l'Église. On connaît tous ce film de François Ozon, Grâce à Dieu, le cardinal Barbarin, pour ne pas le nommer, qui en conférence de presse dit voilà, il y a eu des viols, mais grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits, et ça fait un peu écho là d'entendre cette conférence des évêques de France qui dit c'est dommage que ce soit prescrit, hein, vraiment nous on aurait bien aimé. C'est un fait quoi, c'est difficile d'accorder du crédit à cette prise de parole publique. Et puis je rappelle que le recul des dons de 30% à cette association dû effectivement qui paye la facture, qui a changé de nom mais qui a vu ses dons effectivement chuter d'un bon tiers depuis les révélations qu'elle avait pourtant initié elle-même. Bien. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ces informations à l'arme blanche après de multiples drames justement avec ces armes blanches. Paris dévoile son plan couteau et Londres promet une loi. Alors parlons vrai. Est-ce que cette multiplication des attaques au couteau vous inquiète? Et à cette question, faut-il une politique globale contre les armes blanches? Vous dites oui à 53%. Vous avez été victime d'une attaque à l'arme blanche, vous avez été témoin. On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et nos invités, Jean-Christophe Couvi sera avec nous, secrétaire national du syndicat Unité. Et puis Christian Jouni, patron de boîte de nuit et délégué général du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs. Soyez le bienvenu, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, nous avons autour de cette table des gens qui n'ont pas la lumière dans toutes les pièces en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Ou ils n'ont pas la lumière à tous les étages. De temps en temps. Vous faites fantasmer Philippe Bilger. Jean Dorido, sortez de cette obscurité s'il vous plaît. Qui est avec nous. Attention aux lumières qui brillent mais qui n'éclairent pas surtout. Ah ouais, ça, vous avez 2 heures. Beau, allez, c'est bon. Prenez vos papiers crayons. Sébastien Ménard est avec nous et Philippe Bilger, bien entendu. Avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un couteau géant selon les termes du fabricant, avec une lame de 22 cm, prisé des randonneurs. Voici le modèle le plus souvent utilisé par les jeunes délinquants à Paris, d'après les autorités. En France, 10 397 attaques à l'arme blanche ont eu lieu l'an dernier. Quand on a un couteau, c'est pour tuer, surtout si on frappe au ventre. Plan couteau est lancé. Un homme de 27 ans est mort lardé de couteaux en pleine rue. C'était hier soir à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, après une élève de 15 ans au nord de l'Angleterre. 2 exemples récents du fléau des armes blanches. Le Premier ministre britannique promet, lui, une loi quand la ville de Paris vient de présenter un plan couteau. Alors parlons vrai. Est-ce que vous envisagez, vous, de vous armer, pas automatiquement avec des armes létales, mais une bombe lacrymogène par exemple, pour vous défendre? Et à cette question, faut-il une politique globale contre les armes blanches? Vous dites oui à 53%. On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et avec nous, pour en parler, Jean-Christophe Couvi est avec nous, secrétaire général du syndicat Unité. Bonsoir Jean-Christophe Couvi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Christian Jouni, patron de boîte de nuit, délégué général du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Et comme nous avons 2 invités, Christian Jouni, première question. Dans les boîtes de nuit, c'est pour ça que j'ai voulu vous avoir au téléphone, il y a pas mal aujourd'hui de patrons de boîtes de nuit qui montrent, après avoir fait des fouilles, le nombre de couteaux de leurs clients avant de rentrer dans la boîte de nuit. Oui, je pense qu'il faut faire attention. Tout d'abord, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, je vous ai pas dit bonsoir. Je recommence. On annule l'émission, on recommence. Pardon. Non, je crois qu'il faut faire attention à une généralisation du processus. Les phénomènes de violence que nous connaissons aujourd'hui sur l'ensemble du pays sont évidemment, les discothèques n'y échappent pas, bien comme tous les rassemblements festifs. En revanche, ce que je peux dire, c'est que un grand nombre de moyens ont été mis en œuvre, notamment des moyens techniques, mais aussi des moyens humains.
pour essayer de faire face à ce genre de situation. Donc, dire que les discothèques sont l'objet de violences particulièrement avec des armes blanches aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Et ces lieux restent quand même des lieux sécures. Bien évidemment, la vigilance doit être au quotidien, j'allais dire permanente. Hein. Mais c'est parce que vous avez mis en place des choses que la sécurité est de retour. C'est ça que vous voulez dire, Christian Jeunet? Oui, vous connaissez particulièrement le milieu. Je crois que les discothèques doivent rester des lieux festifs. Ce sont des rassemblements quand même de personnes complètement hétéroclites. Vous avez plusieurs centaines de personnes qui font la fête dans un même lieu, donc ça nécessite évidemment un certain nombre de mesures. Alors, sur les moyens techniques, on les connaît tous. Hein. C'est la vidéosurveillance, c'est un certain nombre d'observations. Et puis, c'est une relation aussi avec les autorités. Ensuite, bien sûr, aujourd'hui sont formées un certain nombre de personnes pour, d'une part, observer, ensuite procéder à des fouilles, parce que, là encore, le détecteur de métaux qui n'existait pas il y a 20 ans dans une discothèque, aujourd'hui est devenu monnaie courante. Et je crois que ça sécurise l'ensemble j'allais dire, de la clientèle. Trouver une jeune fille, par exemple, avec une petite bombe lacrymogène dans un sac, c'est plutôt fréquent, tout simplement parce que ces phénomènes de violence dans la vie courante existent. Et donc, le réflexe d'essayer de se protéger, il est là. Et on ne peut pas d'ailleurs leur en faire le reproche. En revanche, on ne peut pas les laisser pénétrer avec ça à l'intérieur. Philippe Bilger. La question de Sud Radio parle d'attaques multiples avec les couteaux. Déjà, le nombre d'attaques multiples intimide et traumatise. Mais vous avez raison, avec le couteau, on a presque la certitude que quelque chose de mortel ou presque de mortel se déroulera. Je me souviens d'une époque où tous les ports de couteau faisaient l'objet d'une procédure et la personne était condamnée il y a longtemps. Aujourd'hui, ça n'est pas le plan de la municipalité de Paris qui va arrêter cette dérive. Il va falloir trouver quelque chose. J'allais dire, on pourrait considérer que le port de l'arme, mais c'est déjà fait, est une circonstance aggravante de l'agression. Pour l'instant, je crois qu'il faut déjà accepter l'idée que tout port d'armes, lorsqu'il sera constaté, devra être poursuivi. On a avec nous une des vraies voix, Jean-Christophe Couvi. On rappelle qu'il est bien connu en tant que vraie voix, mais surtout comme secrétaire national du syndicat Unité. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors, quelle est la législation sur les couteaux? On n'a pas le droit d'avoir un couteau sur soi. Normalement, non. Normalement, on risque 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Alors ça, c'est les faits. Encore une fois, c'est la loi. La loi qui est quand même très répressive. Sauf qu'en fait, dans les faits, justement, la loi est très peu appliquée. Aujourd'hui, je vois pas un procureur de la République poursuivre un jeune ou un adulte qui est porteur d'un couteau et lui mettre, après le juge, lui mettre 1 an de prison. Donc, le législateur a prévu une amende forfaitaire délictuelle de 500 €. Encore une fois, quand on sait déjà sur les stupes, qui est à 200 €, l'amende forfaitaire délictuelle, elle est recouverte qu'entre 30 et 40%. Et en plus, ça s'explique pas aux mineurs. Donc, vous voyez, imaginez un petit peu le marasme. Alors, d'un côté, on a la réponse et quelque part, on accepte l'idée que, voilà, on veut dépénaliser le port du couteau puisqu'on met une amende. Donc, nous, ce qu'on demande, effectivement, c'est d'être beaucoup plus sévère, c'est de traiter les affaires dès le départ et de faire des peines courtes. Ça, on n'arrête pas de le dire. Les peines courtes, c'est une vieille marotte, mais c'est vrai que c'est efficace. Jean-Christophe Couvi, on nous dit qu'à Paris, la capitale, c'est comme une garde à vue immédiatement et un déferment. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ah mais pas systématiquement, on essaye de le faire, mais encore une fois, c'est les parquets qui nous donnent le top. Si le parquetier, lui, est d'accord pour mener une opération vraiment zéro, tolérance zéro, ça se fera. Mais souvent, les parquetiers sont aussi dépassés. Et après, déférer, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça devient derrière? Encore une fois, on va avoir un contrôle judiciaire, la personne va être convoquée beaucoup plus tard, et du coup, on repousse encore une fois la sanction. Ouais. Sébastien Ménard, Jean Dorido, et après on part au 0826 300 300, ça réagit beaucoup. On a encore la preuve sur cette antenne qu'on n'applique pas la loi.
Voilà, c'est qu'on va... Un an, 15 000 euros d'amende. Mais on l'applique pas. Absolument. Voilà, on l'applique pas. C'est-à-dire que comme là-dessus, comme sur le reste, on va par des effets de manche, par des sorties médiatiques, par un des énièmes plans, je ne sais qui, pour je ne sais quoi, dire qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Appliquons la loi. Laissons les forces de police interpeller, déférer, et que les magistrats, mon cher Philippe Bilger, soient totalement intransigeants. C'est leur responsabilité sociale, c'est leur responsabilité pénale, c'est leur responsabilité, j'ai envie de dire, républicaine, que de faire appliquer la loi. Jean Dorido, le psy, 10 397 attaques au couteau répertoriées, ça fait 28 par jour en France. Est-ce que les gens ont encore du surmoi? Non mais merci Philippe David. Ben justement, c'est ça le problème. C'est pas le couteau le problème. Le problème, c'est l'attaque. C'est l'attaque au couteau. C'est ça le souci. C'est-à-dire qu'on a vraiment, il faut bien sûr vérifier les chiffres. Toutefois, on a vraiment le sentiment que je dirais le coup de boule ou le bourre-pif de Michel Audiard il y a 60 ans a été remplacé aujourd'hui par le coup de couteau, avec des conséquences qui forcément mécaniquement sont tragiques. Et on peut bien légiférer tant qu'on veut. Monsieur, notre invité, le policier, pourra nous expliquer. Il y a des armes à destination. Moi, j'avais traité une affaire, ce qu'on appelle tristement un fait divers. Le type avait acheté un marteau de charpentier. Oui. Il avait acheté un marteau de charpentier dans une boutique de discount bien connue, et il a agressé une femme à coups de marteau, il lui a cogné dessus. Maintenant elle a des séquelles à vie, alors on va faire une loi sur les marteaux, c'est ridicule. Il faut comprendre d'où vient cette explosion d'attaques au couteau et faire le nécessaire, en répression bien sûr quand quelqu'un a un couteau sur lui, mais nous connaissons tous des personnes, voire même d'un certain âge, qui ont cette tradition d'avoir un couteau, des personnes à la campagne, évidemment que oui, les gars, n'importe quel paysan. Moi, j'en connais. Mais il ne faut pas confondre le laïeul plié dans un petit étui à la ceinture et des couteaux de boucher ou de boucherie. Le couteau de 22 cm, c'est un opinel, ça a une virole, ça peut être une arme effrayante. Vous avez plein de types qui ont un opinel et qui ne sont pas meurtriers. 0826 300 300, je vais y arriver. Kelvin est avec nous. Bonsoir Kelvin. Bonsoir Kelvin. Bonsoir. Je vois que c'est très agité. Oui. C'est le principe. Disons que aujourd'hui, il faut différencier deux choses. Il y a l'outil et il y a l'arme. On parlait des armes par destination, que ce soit le marteau ou le tournevis. Ayant travaillé dans le domaine de la sûreté, moi j'ai déjà été agressé par l'intermédiaire d'un cutter, par l'intermédiaire d'un tournevis, tout ça. Et aujourd'hui, tout le monde, on va pas se mentir, tout le monde a ce qu'on peut appeler une arme par destination. La problématique, faire une loi sur le couteau, moi je trouve ça un peu irréalisable et un peu irréaliste, dans le sens où aujourd'hui, on va pas empêcher le chasseur qui part à la chasse de partir avec son couteau, ou le cuisinier, etc., qui va se retrouver avec des couteaux. Le problème, c'est le manque d'application de la loi. Non, Kelvin, ça dépend si vous l'avez dans la poche ou si vous l'avez dans une mallette parce que vous êtes cuisinier, ça n'a rien à voir. C'est juste. Je suis d'accord avec ça. On n'a pas besoin d'une nouvelle loi, elle existe. Bien sûr. Là où je veux en venir, c'est que la problématique, elle n'est pas sur le fait de faire une loi sur le couteau, elle est d'appliquer de montrer, que l'État montre plus de fermeté sur l'application de la loi sur les problématiques d'agression, qui déjà amènera un changement de comportement des personnes qui aujourd'hui n'ont plus peur de la répression et de l'État, parce que justement il n'y a pas assez d'application de la loi. Mais quand on voit le plan de Paris qui dit l'idée de dire que porter une arme blanche est dangereux et que c'est interdit d'avoir un couteau, oui, effectivement, c'est un couteau qui est très efficace. C'est le feu ça brûle et l'eau ça brûle. Jean-Christophe Couvi, aujourd'hui, on est d'accord, parce qu'on avait une grande discussion hier avec Philippe Bilger et avec Françoise de Gois, de dire que quelqu'un qui porte un couteau, on est d'accord que c'est pour en découdre, dans l'absolu. Alors, je pose la question. Attention, moi, j'ai aussi beaucoup de personnes civiles qui me disent voilà, moi j'ai un couteau pour faire mon casse-croûte parce qu'entre midi et 2, voilà, j'ai mon opilel, mon aïeul et je fais mes sandwichs. Est-ce que je risque quelque chose? Alors, j'ai encore une fois, le policier il fait preuve de discernement. On sait faire la différence. Oui, mais quand vous avez 14 ans avec un couteau en céramique, là c'est différent. Après, il faut connaître aussi un petit peu le profil des personnes qui sont incriminées dans les attaques au couteau. Quand on regarde, alors les chiffres sont
un peu taiseux quand même, parce qu'on le dit pas trop. On aimerait bien qu'il y ait un observatoire pour mieux comprendre un peu le phénomène. Alors moi, j'ai les chiffres de l'APP, de la préfecture de police, et effectivement, par exemple, en 2023, 30% des auteurs vivaient en quartier de reconquête républicaine et 27% étaient de nationalité étrangère. Donc on voit bien qu'il y a aussi, sans faire d'amalgame, mais on voit bien que c'est des milieux quand même défavorisés. Le couteau, c'est le pouvoir et l'estime de soi. C'est-à-dire qu'effectivement, je contrôle une zone, j'ai besoin de me sentir puissant, et surtout, c'est que dans ce milieu, on ne règle ses problèmes, enfin, on est un homme que si on règle ses problèmes seul. On n'appelle pas la police ni la justice. Et le couteau, c'est vrai que c'est fait pour se défendre, c'est aussi fait pour soumettre les autres et faire peur. Voilà, donc dans ce milieu-là, c'est très binaire. C'est soit je me soumets, soit je te soumets. Voilà, et donc, du coup, ce couteau, encore une fois, il y a aussi des familles dysfonctionnelles. On voit bien que les enfants, voilà, sont déscolarisés, familles dysfonctionnelles. Souvent, il y a eu de la violence dans les familles, etc. Et en fait, tout ça, c'est des parcours de délinquants. C'est pour ça qu'on le dit, il faut les prendre très tôt, ces gamins-là. Et dès lors qu'on les chope avec des couteaux ou qu'il y ait des rixes, etc., tout de suite, eh bien, effectivement, courte peine. Et puis, j'allais dire, faire des opérations chlorophylle. Ouais, changer leur environnement pour leur montrer autre chose. Que ce soit une opinel pour couper votre saucisson, machin, c'est interdit, c'est interdit. Donc c'est interdit pour tout le monde. On ne peut pas faire des cas à droite et à gauche. 0826 300 300. Oui, je suis énervé. Vous pouvez me regarder comme ça. Jean-Pierre est avec nous. Ma chère Cécile. Bonsoir Jean-Pierre de Toulouse. Alors vous voulez de la tolérance zéro? Ben oui, puis je suis pas de Toulouse, je suis de Marseille. Ah pardon. Ah mais il y avait Toulouse. Mais on aime beaucoup les Marseillais aussi. Il est voyant, vous allez déménager, c'est pour ça. Non, j'ai déjà fait Toulouse, je suis rentré à Marseille vite. Ah bah voilà. Même si j'aime bien Toulouse. Allez-y, on vous écoute Jean-Pierre. Moi je suis toujours frappé quand on vous écoute les uns et les autres, il y a toutes les solutions qui sont énoncées. Et c'est curieux que depuis 30 ans, parce que ça fait 30 ans que j'entends ça, personne n'ait pensé à appliquer les vieilles recettes, parce que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait la meilleure soupe. Donc on commencerait par appliquer la loi strictement et fermement, comme l'a dit Monsieur Bilger. On aurait solutionné une partie du problème. Comme le dit le monsieur qui dit se soumettre, ou je te soumets, ou tu te soumets, il faudrait déjà Jean-Christophe Couvi. Pardon, monsieur Couvi. Il faudrait leur apprendre qu'ils doivent se soumettre à l'État et à la loi. Et ensuite, pour ce qui est du pourcentage d'étrangers, etc., et de tous ces sujets qu'on aborde plus rarement, là aussi, il va falloir leur apprendre les mœurs françaises, et que ça fait 400 ans que les duels sont interdits, donc il faudra peut-être là aussi une bonne mise au pas, ferme, parfois expulsive, si vous voyez ce que je veux dire. Un duel, c'est à armes égales, normalement. C'est pas, mais parfois, ils se battent entre eux à coups de couteau, à coups de machette. Il y a suffisamment d'images qui circulent là-dessus. Donc, évidemment, taper sur quelqu'un avec un couteau sur quelqu'un qui est désarmé, on voit de qui ça vient, on voit où ça va. Et pour ce qui est des boîtes de nuit et de tous les lieux de sortie, et moi, maintenant, je vais plus dans ces lieux-là, je suis vieux, mais en réalité, j'ai jamais eu de couteau sur moi. Alors, ça n'existait pas. Jean-Pierre, restez avec nous parce que le sujet fait beaucoup réagir. Bonsoir Thomas. Oui, bonsoir. Eh bien vous voulez dire que depuis vous avez un couteau et vous n'avez jamais agressé personne? Pas du tout. Moi, j'ai un couteau depuis mes 10 ans à peu près, donc c'était la guiole, mais bon, j'ai pris des opinels. Puis j'ai des couteaux toujours sur moi, soit pour le travail, soit sinon, je suis chasseur, donc j'ai aussi un couteau pour aller à la chasse ou à la cueillette des champignons. Mais vous allez agacer Cécile, Thomas. Non, mais il est chasseur, donc là, ça peut s'expliquer. Enfin, quand on est randonneur, on a besoin d'un couteau. Bah oui. Mais non, mais même pour couper le saucisson à midi, quoi. Pendant les randonnées, excusez-moi, c'est important. On n'est pas randonneur à la station de Stalingrad à Paris. On est bien d'accord. Faut arrêter de déconner. On est bien d'accord. Et on n'est plus à la même époque. Oui, allez-y, Thomas. Je pense qu'en fait, une arme, c'est pas dangereux, en fait. Ce qui est dangereux, c'est la personne qui est bien sûr, c'est comme tout. C'est comme tout. Moi, j'ai toujours eu, à 10 ans, j'ai eu une carabine à plomb. J'ai jamais tiré sur mes frères ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être faire grandir les gens. S'ils vous écoutent, ils vous remercient, ils sont contents. Non, mais là, il a raison, Thomas. Philippe Bilger, bougez pas, Thomas. Bougez pas, Thomas. Thomas, on a compris le caractère utilitaire de votre couteau, mais imaginons que vous ayez été agressé. Vous l'auriez utilisé pour vous défendre ? Non, pas du tout. Non. Ça m'aurait même pas traversé l'esprit parce que
c'est pas... Enfin, par définition, moi je préfère... j'ai déjà eu des problèmes, mais j'ai toujours préféré fuir la confrontation parce qu'on ne sait pas comment ça peut tourner. Voilà, il vaut mieux être intelligent. Allez, bougez pas. Le problème, c'est que les gens sont trop agressifs maintenant. Bougez pas, Thomas, parce qu'on a Stéphane qui nous appelle aussi. Bonsoir, ça Stéphane. Ça appelle énormément, ça fait beaucoup réagir. Bonsoir, Stéphane. Oui, Stéphane. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je souhaitais donner une expression. Aujourd'hui, je suis en direct ou pas? Oui, bien sûr, on vous entend. Parce que je suis dans mon véhicule et d'accord. Et il faut vous arrêter. Vous êtes arrêté, hein? Non, je suis stationné. Allez-y. Sinon, on aurait coupé. Allez-y. Non, je suis pas en train de conduire. Le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, on interdit aux citoyens de se défendre au motif de il ne faut pas faire justice soi-même. Ok. On prend l'exemple de quelqu'un qui est agressé chez lui en pleine nuit. Il y a un champion de MMA qui a couché 3 mecs. Il a remis les serflex. Et en attendant les forces de l'ordre, parce qu'il y avait sa famille et ses enfants à l'étage, alors qu'il était descendu boire un verre d'eau, et les gars ont déposé plainte contre. On a été coupé. Alors là, cela dit, c'est intéressant. Là, mauvaise pioche. Les voyous, là, ils tombent sur un champion de MMA. Si j'ai bien compris, alors, les moi, j'ai le cas d'un type qui a arrêté un des voyous qui le cambriolait. Le voyou deux ont fui. Le voyou a porté plainte. Il a été plus condamné que son cambrioleur. Allez, le dernier appel, Philippe, qui est avec nous. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Philippe. Oui, bonsoir. Je vous appelle de la région toulousaine. Écoutez, moi je suis biker. Je fais partie d'un club de montard, les Stragglers, à Saint-Bernard. Et on a pratiquement tous nos petits couteaux. Donc moi, j'ai un couteau qu'on m'a offert qui vaut 3 000 €. Ah oui. Et il est fait en damas. Et donc c'est plutôt un truc de collection, mais je l'ai toujours sur moi. Et c'est pas pour braquer quelqu'un ou tuer quelqu'un ou faire quoi que ce soit. C'est pour bricoler, c'est pour manger surtout. Quand on s'en va, en général, on va au restaurant et je sors mon joli petit couteau pour manger. Mais je l'ai toujours sur moi. Philippe, vous bougez pas, je vous envoie une patrouille. On va vous interpeller, ça ne dérange pas. Nous sommes plus de 70. D'accord. Faites comme vous voulez alors. Ça lui fait pas peur. Je peux vous dire que les bikers, ça lui fait pas peur, Cécile. Merci beaucoup, Philippe. On remercie Jean-Christophe Couvi. Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'avoir été avec nous et de nous avoir effectivement donné votre œil. Merci, Christian Jouni, également, patron de boîte de nuit et délégué général du syndicat national des discothèques et du loisir. Le standard a explosé, on peut le dire. On a pris beaucoup de monde, mais c'est un sujet. Il faut dire que la vidéo de Livry Gargan sur les réseaux sociaux a vraiment ému toute la France. Ne la regardez pas parce que c'est pas très beau à voir et c'est un peu compliqué. Merci en tout cas à vous tous. Vous restez avec nous dans un instant. La suite des vraies voix avec le qui c'est qui l'a dit. Là, on est à couteau tiré. Bravo, Philippe. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix. J'avais pas mis mon micro, c'est un peu... Alors je viens d'apprendre après des années que pour parler dans un micro, il faut qu'il soit ouvert. Bigère a toujours pas compris. Il y a une sorte de contagion. Laissez mon Philippe Bilger tranquille. Chers amis, la technique n'est pas mon fort. Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Jean Doredo sont avec nous. Jean-Pierre, vous connaissez le principe, c'est à vous de lancer le jingle du qui c'est qui l'a dit. C'est qui c'est qui l'a dit. Le quiz de l'actu. Avec cette voix tellement masculine. Il mériterait de gagner, mais ça va être Sébastien. Merci beaucoup, Philippe. Attendez, vous emballez pas. Question qui c'est qui l'a dit, 3 points, mon cher Jean-Pierre. Il faut sortir la France de cette espèce de système socialo-étatiste. Non. Oh non. C'est un président de région. Un ancien. Non, il est encore. Laurent Wauquiez. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Le président de la région Aura. Ipipipora. Qui c'est qui l'a dit? Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a beaucoup trop d'improductifs dans les fonctions publiques. Cette administration coûte très cher et empoisonne la vie de tout le monde. On est nombreux là. Jean-Pierre, c'est pas un homme politique, c'est un patron de syndicat.
Ça doit être le patron du MEDEF. Bonne réponse de Jean-Pierre, c'est Patrick Martin. C'était facile. Joli. C'était facile, n'importe quoi. C'est facile de le dire ça une fois qu'on a la réponse. Non, mais un patron, moi j'ai dit ça à l'école toute l'année. Allez. Voilà, qui dit ça, il n'y en a qu'un. Allez, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Il faut qu'on arrête cette folie d'alliance entre la droite et la gauche. Jean-Pierre. C'est un maire de grande ville. Arrêtez. Un maire de grande ville. Oui. Ça doit être le maire de Grenoble. Non. Louis Alliot. Non. Non, un peu plus petit que Perpignan, mais il a eu d'autres responsabilités politiques. Et d'ailleurs, la moutarde peut lui monter au nez. Ouais, Dijon. Copé. La moutarde de Meaux. La moutarde de Meaux. Non, bravo. Moi, j'étais parti sur le ministre. Non. Qui c'est qui l'a dit? On aime stratégie qui consiste en ce que les gens aient confiance dans la parole qu'on porte. Jean-Pierre, c'est une femme députée. Une femme députée, je dirais, ça ressemble à du Le Pen, ça. Non, pas du tout. C'est pas Panou. Non, même bord. Même bord. Attention. Bonne réponse, Clémence Guettet. J'allais dire, elle n'est pas triste. J'ai été aux aguets. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points. Le PS, pour ne pas voter la censure, a affaibli notre politique de réduction des finances publiques. Panou. Non, c'est un homme. C'est un ancien ministre qui est député maintenant. Oh là là. Et les finances publiques, on connaît. Il a un nom de costume. C'est Antoine Armand, c'est l'ancien Bonne ministre de l'économie. réponse de Sébastien Ménard, Antoine Armand. Question qui c'est qui l'a dit, Philippe? Nous avons donné à l'Algérie son indépendance. Il faut maintenant que le régime algérien nous donne la nôtre. Jean-Pierre. C'est excellent. C'est ORN, ça doit être Bardella. Bonne réponse de Jean-Pierre. En plus, il réfléchit. Jean-Pierre, mon idole. Bravo. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points. Nous avons deux. Non, c'est pas ça. On l'a dit ça déjà. 3 points. Le pays a besoin de stabilité pour le moral général des Français. Jean-Pierre. Tout le monde aurait pu le dire, mais. Un indice. Il l'a dit avec un petit accent espagnol. Manuel Valls. Bonne réponse, là il a été plus rapide. Manuel Valls. On attend. C'est pour ça que j'ai demandé un indice. On a le temps pour une dernière. Allez, qui c'est qui l'a dit? Le NFP est réduit d'un parti. Il va nous falloir vérifier qui y demeure et comment fonctionner. Jean-Pierre. Je dirais Mélenchon. Bonne réponse de Jean-Pierre. Bravo. Il a perdu quand même. Bah ouais, mais 12 points pour Sébastien Ménard, 9 points pour Jean-Pierre, 3 points pour Philippe Bilger. Quant à Jean Dorido, il termine sa psychothérapie. Je tiens à signaler que Sébastien Ménard, vous avez gagné le point, mais avec un indice, ça ne vaut pas 3 points. Ouais, c'est vrai. Ça y est, vous y voilà. C'est vrai. Et donc. Allez, on va faire gagner Jean-Pierre. Jean-Pierre a gagné. Oh, voilà. Bravo, Jean-Pierre. Mais quelle merveille. Merci beaucoup, Cécile. Je savais que je pouvais compter sur vous. Mais bien sûr, mon Jean-Pierre. Allez, il n'y a pas qu'avec Bilger qu'elle s'arrange. Non, parce que moi j'ai un week-end à Marseille avec Jean-Pierre. Donc, Et oui, Jean-Pierre. On va venir le 4 juin, toute l'équipe, voir la représentation du prénom que je vais donner à l'Odéon. Mais non, génial. Mais il faut venir nous voir, Jean-Pierre. Au bénéfice de l'UNICEF. Mais c'est génial. C'est classe, super. Venez nous en parler, venez nous voir dans les vraies voix l'après-midi. Quand vous voulez. Avec plaisir. On prend votre numéro. Dans les vrais... on prend votre numéro, mais on fait évidemment. Et ce soir, dans les vraies voix du foot, on va parler de l'OM après l'Olympico et notamment le super mercato réalisé par l'OM. Ah bon? Oui. Le seul défaut de Jean-Pierre, c'est l'OM, je le dis tout de suite. Allez, mon Jean-Pierre, on vous embrasse et Zach vous prend en numéro de téléphone pour que vous puissiez venir, en tout cas le 4, nous voir. On vous fait des bisous. Dans un instant, le journal, la météo avec Rémi André, le coup de gueule de Philippe David. Eh ben mon coup de gueule, je vais pas donner dans la dentelle. Vous allez comprendre pourquoi. D'accord, ok. Il va nous faire un pull. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on en redemande dans les vraies voix jusqu'à 19h du Philippe Bilger, du Sébastien Ménard et du Jean Dorido et bien entendu du Philippe David, puisque dans un instant, il va parler, Philippe David. Ah oui, je suis pas du tout content sur la manière dont sont traités certains de nos industriels. Ce qui est bien, c'est avec Philippe, c'est qu'il est jamais content, mais il est toujours content, sauf
à 18h15. C'est ça. Je suis toujours content, sauf à 18h15. Je sais pas, c'est pavlovien. Il y a eu un miracle. Un jour, vous avez loué 2 femmes. Voilà. Oui, c'était vendredi dernier. Chris Evert et Martina Navratilova. Exactement. En attendant, 0826 300 300, vous nous laissez des messages, et ben on les écoute. Oui, bonjour, Chantal de Narbonne. Eh bien, je voulais juste vous dire que la légalisation de la drogue, ce sera beaucoup plus rentable que le tabac et ça détruit les neurones, donc c'est encore plus intéressant. Donc on va légaliser un jour ou l'autre parce qu'on sait très bien que ce sera encore une manne financière, même si déjà les trafics de drogue sont la base de la finance générale. Très bonne journée. Alors bien sûr, c'est totalement ironique, mon cher Philippe. Mais la légalisation de la drogue qui rapporterait de l'argent comme le tabac, vous y croyez, vous, ou pas comme aux Pays-Bas? Le pire n'est pas sûr, hein, mais d'aucuns proposent cette chose-là, donc ça n'est pas si absurde. Pour peu qu'on ait un pouvoir empli de mansuétude pour les transgresseurs encore davantage qu'aujourd'hui, on pourrait le voir. Jean Dorédo, vous qui tentez de faire arrêter de fumer certaines personnes, entre autres. Ah bah merci de le rappeler. Mais non, mais c'est un fait. Moi, c'est l'histoire de ma vie. Toute ma vie, j'ai entendu des fumeurs en détresse qui avaient du mal à sortir de cette drogue qu'est le tabac. Et ces personnes qui demandent sincèrement, mais pourquoi est-ce que c'est en vente libre? C'est un produit qui tue une personne sur 2 qui le consomme. C'est la première cause de mort évitable en France. Donc c'est évidemment, merci de me permettre de le rappeler, ce n'est pas la peine d'en rajouter. On a 2 drogues dures en vente libre en France que sont le tabac et l'alcool qui font des morts tous les jours. Ce n'est pas la peine d'en rajouter avec du cannabis ou d'autres substances. Nos ancêtres ont connu les fumeries d'opium qui étaient bien sûr légales à l'époque et on a tous connu ces légendes, ces occidentaux qui rentraient comme ça. Le lotus bleu. Et voilà, exactement, Tintin, qui ne ressortait jamais. On a nos arrière-grands-parents ont connu les maisons closes. On a quand même progressé. Tout ça, c'est interdit et c'est plutôt une bonne chose. Je ne vois pas le rapport avec les maisons closes, mais allez-y. Ça fait partie des choses qui étaient autorisées il n'y a pas si longtemps, puis qui sont interdites parce que la dignité humaine, quand même, elle passe par tenter de s'élever. La dignité humaine dans les camionnettes au bois de Boulogne, je suis un peu d'accord avec Philippe David. Ce n'est plus autorisé par la loi. C'est interdit désormais le recours à la prostitution. Et là, vous changez de débat. Philippe, Sébastien Ménard. Non, c'est pas la même chose. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a encore quelques jours, vous aviez un illustre député LFiste qui proposait évidemment de légaliser les drogues dites douces. Qu'est-ce qui est drogue le maire douce de Grenoble aussi, je rappelle. Et surtout, il proposait quelque part que la République française présente ses excuses à l'ensemble de celles et ceux qui vendent et ont été incarcérés et qu'on finalement on vienne légaliser, institutionnaliser tous ces malfrats. Vous parlez de Sébastien Delogu, on peut le citer. Je ne l'ai pas cité, mais voilà, je pense à lui très fortement. Voilà, donc on n'est jamais à l'abri, je dirais, d'une fumeuse idée, sans mauvais jeu de mots, mais non, soyons sérieux, quoi. Il faut pas légaliser, il faut pas fumer. Enfin, vous avez raison, docteur. Il y a tellement de gens qui souffrent d'addictions diverses et variées et des tas de familles complètement disloquées, pour pas dire détruites, à cause des 2 drogues qui sont en libre circulation en France, à savoir la cigarette et l'alcool. Si on pouvait arrêter d'aller à la facilité tout de suite. Merci beaucoup, en tout cas, Chantal, si vous nous écoutez, puisque voilà, vous avez laissé ce message. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Made in France. Ok, en français, ça veut dire fabriqué en France. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. 17h-19h et puis tout au long de cette journée, c'est là où se font forcément les échanges d'avis sur l'actualité en général avec autour de cette table. Jusqu'à 19h ce soir, Philippe Bilger, Sébastien Ménard et notre ami Jean Dorédo. Et en attendant, mon co-animateur a toujours un truc à dire à 17h15. Généralement, c'est pertinent. On verra ce soir. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Ce village qui s'appelle Calais, ce qui m'oblige à faire encore moins dans la dentelle que d'habitude. Pourquoi Calais? Parce que l'usine Marc et Balsan, qui produit des vêtements pour le public et les entreprises privées, va fermer. Pas à cause d'un PGE contracté pendant le Covid qu'elle ne pourrait pas rembourser, pas à cause de malversation des dirigeants qui seraient partis avec la caisse, mais parce qu'elle a perdu un marché d'uniformes avec l'armée, marché qui a été gagné par un concurrent qui fera l'immense majorité du travail à Madagascar, une décision qui va mettre 65 personnes au chômage. Alors on me dira qu'avec les contraintes budgétaires, il faut acheter moins cher. Faux,
car le moins cher coûte très vite beaucoup plus cher à la collectivité. Les salariés licenciés ne cotiseront plus aux caisses de protection sociale et devront être indemnisés par France Travail. Ça va coûter beaucoup d'argent. Ils vont gagner moins d'argent, donc payer moins d'impôts. Ça va encore coûter beaucoup d'argent. Ils vont moins consommer, donc moins faire rentrer de TVA. Ça va coûter toujours de l'argent. Et il faut complètement changer le logiciel en France. Chaque euro dépensé par l'État doit avant tout créer de l'activité en France. Regardez les Américains. Quand Airbus avait remporté le marché des avions ravitailleurs de l'US Air Force avec l'A330 MRTT, l'administration américaine avait cassé le contrat pour le faire gagner par Boeing avec le 767. Car l'armée américaine vole américain, comme l'armée française devrait s'habiller français. Lors de l'appel d'offres pour remplacer les FAMAS, les fusils d'assaut de l'armée française, l'appel d'offres avait été rédigé de telle manière qu'aucune entreprise française ne pouvait répondre. Et les Allemands de Heckler & Koch avaient gagné le contrat. Pourtant, une entreprise française aurait pu répondre avec un appel d'offres rédigé autrement, l'armurier Vernet Caron, basé à Saint-Étienne, qui est aujourd'hui en grande difficulté et en recherche d'un repreneur. Des années après, aucune leçon n'a été retenue. Pourtant, entre-temps, on nous aura répété les mots souveraineté industrielle, réindustrialisation, volonté politique, des mots en l'air, comme d'habitude. Philippe, c'est très intéressant ce que vous avez dit. J'aimerais vous poser une question. Oui. Qui est-ce qui prend des décisions sans prévoir toutes les conséquences négatives que vous avez évoquées? Vous me permettez de parler vrai? Oui. Des ozos comme ceux qui votent les lois sans faire les conséquences par anticipation, comme les DPE ou comme les ZFE. Des ozos. Voilà, je vous le dis, qui peut être aux fonctionnaires ou politiques. Mais la décision initiale, elle n'est pas prise. Alors l'appel d'offres, l'appel d'offres au départ, il est collégial. Par exemple, pour les uniformes, on suppose que c'est le ministère de la Défense, évidemment, comme pour le remplacement des FAMAS. Mais je connais pas un pays qui fait un appel d'offres pour lequel aucune entreprise du pays ne peut répondre. Non, c'est vrai que ça met vraiment en colère, je vous rejoins, c'est quand même complètement dingue déjà que l'Europe n'achète pas français quand on voit que l'armée allemande achète des F-35 américains alors sans mettre d'assaut en concurrence. On a le Rafale qui est le meilleur avion de chasse du monde, mais là c'est quand même effrayant, même la France, vous parlez du FAMAS, ça voulait dire fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, le FAMAS. Et aujourd'hui on a des militaires effectivement qui ont des fusils d'assaut allemands, les policiers roulent avec des Ford. Moi j'ai rien contre Ford, mais c'est vrai qu'on a quand même des usines de bagnoles en France. Il y a plus de voitures françaises aujourd'hui. Hein. Eh ben, écoutez, tant mieux, mais ça devrait être 100%. Philippe David, il a raison, c'est quand même incroyable. On marche sur la tête. C'est vrai que ces mots-là, souveraineté industrielle, en fait, c'est bidon et c'est vrai que ça met en colère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés, les appels d'offres, c'est l'ancien sbire de la République qui va vous répondre. C'est pas le fait du prince. C'est pas une personne qui décide d'imposer un certain nombre de critères. Collégial. Et c'est pas la même personne qui, évidemment, choisit entre guillemets le candidat retenu, mieux disant, etc. Non, mais c'est pas en principe. Je peux vous assurer que c'est pas le cas. Non, mais beaucoup d'affaires. Il y a eu beaucoup d'affaires. Je n'étais pas né, mon cher Philippe Bilger, pardonnez-moi. Alors ça, voilà. Ce que je dis, c'est que les critères en fait en matière de marché public, souvent, alors là, c'est pour le coup, vous grossissez le trait, mon cher Philippe David, parce que vous nous emmenez à Madagascar, mais normalement, c'est souvent l'Europe. En fait, la plupart du temps, en fait, un appel d'offres ne peut pas être franco-français, et on ne peut pas mettre dans les critères, je dirais, susceptibles d'être pour retenir un candidat, le drapeau tricolore, le Made in France. Ça ne peut pas être, voilà, ça ne l'est pas dans nos cantines scolaires, ça ne l'est pas sur nos marchés publics, dans le BTP, etc. Il n'en demeure pas moins que l'intervention politique peut se faire. Si à un moment donné on se dit ce n'est pas normal parce que il y a effectivement 65 personnes qui vont perdre leur boulot, il y a une usine qui va fermer et c'est évidemment un énorme préjudice, non pas en matière d'emploi mais en matière de maintien du tissu industriel français, le politique doit et peut intervenir. Et puis on se dira que nous n'avons pas les moyens d'acheter bon marché. Voilà, c'est important de le dire. C'est vous qui m'avez inspiré cette citation. Absolument. Mais elle a raison. C'est mon arrière-grand-mère qui disait ça. Toujours trop cher. Voilà, exactement. C'est bien vrai. Absolument. Et puis une bonne nouvelle dans l'Info 1+, notre directeur des programmes est avec nous. Les vraies voix Sud Radio. Et
Et pourquoi qu'il est qu'avec nous, Frédéric Jo ? Qui est avec nous? C'est qui va nous raconter? C'est parce que nous avons d'excellentes nouvelles et on voulait que notre directeur des programmes, qui nous a fait un joli mail, vienne nous le dire à l'antenne et vienne le partager avec vous au plus grand nombre. Je lise mon mail à l'antenne. Ouais, oui, on voudrait que, puisque vous l'avez écrit, que vous comprenez mieux ce que vous dites que nous voilà, vous nous expliquiez finalement, grâce à nos auditeurs et grâce aux équipes de Sud Radio, la progression spectaculaire de Sud Radio. Oui, c'est une grosse croissance. C'est des chiffres qu'on a eu aujourd'hui. C'est 41,5 millions d'écoutes actives de Sud Radio sur les environnements, uniquement sur les environnements digitaux. Ce qui est fou. Donc c'est colossal et ça prouve que plus que jamais Sud Radio est une référence dans le paysage médiatique, mais surtout c'est aussi la preuve que Sud Radio est une vraie marque forte, incarnée, vivante et connectée. Et suivie. Et suivi. Et aujourd'hui, la radio, elle se consomme plus uniquement sur l'AFM ou sur le DAB+, ça se consomme aussi sur les univers numériques, les plateformes, la vidéo, YouTube, le streaming en live. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on diffuse en direct les images sur le site de sudradio.fr, sur l'application et également sur le Facebook Live. Vous pouvez faire l'expérience maintenant. Donc voilà, donc c'est ces contenus forts. Je pense que c'est une vraie reconnaissance du positionnement de Sud Radio aussi, du Parlons Vrai, des émissions puissantes qui sont délivrées toute la journée autour de Sud Radio, et puis des engagements, des animateurs, des voix incontournables de cette station, et aussi des débats qui bousculent les idées reçues, ces interrogations qu'on a au quotidien, les engagements qu'on prend, le rugby par exemple, le rugby Sud Radio présent sur tout l'univers du rugby, de la Pro D2 au tournoi à destination qu'on rediffuse évidemment avec le match encore Angleterre-France dès samedi prochain. Les petits commerçants. Les petits commerçants, l'automobile, où on est la seule radio en France. L'automobile, monsieur Fernand. Oui, madame Cécile. On est la seule radio aujourd'hui en France à diffuser une fois par semaine des essais auto en audio et en vidéo, qu'on retrouve également sur l'ensemble de nos plateformes. Notre engagement aussi avec la nouvelle émission autour du handicap et de l'inclusion, avec cette nouvelle émission qui s'appelle Faut que ça change, et Anthony Martin-Smith, qui est un judoka plusieurs fois médaillé, non-voyant, entrepreneur, et qui aujourd'hui a son émission sur radio. C'est tous ces engagements aussi qui font le succès de l'écoute à la fois sur la radio et à la fois sur la plateforme digitale. Et ça, c'était à fin 2024, donc 41,5 millions. Et sur la chaîne YouTube, ça bouge beaucoup. Mais là, au mois de janvier, déjà, elle a beaucoup aussi bougé l'an passé. Alors sur YouTube, effectivement, uniquement sur le mois de janvier, qui vient à peine de s'écouler, c'est 8,5 millions de vues en janvier. Donc un contenu qui est massivement regardé. C'est 1 million d'heures visionnées en seulement 30 jours. Ouais. Et si on va plus loin, depuis 2017, qui est la date de création de la chaîne YouTube, qui va bientôt fêter son million d'abonnés, depuis 2017, c'est 618 millions de vues cumulées. Ce sont des chiffres officiels. 618 millions de vues cumulées. Ça représente 97 millions d'heures de visionnage sur YouTube. C'est énorme. 97 millions d'heures de visionnage, ça fait plus de 11 000 ans de contenu consommé. 11 000 ans. Bravo. Autrement dit, si on avait commencé à regarder depuis la préhistoire, on aurait pu faire des débats Sud Radio avec les hommes de Cro-Magnon. Et Cécile, si tu avais dû animer 11 000 ans d'émissions non-stop, on t'aurait sans doute retrouvé fossilisé derrière le micro. Mais le seul qui aurait pu y être, c'est Philippe Bilger. Le dialogue aurait été remarquable. À ce rythme, ou alors ça m'aurait coûté des thunes en chirurgie esthétique, je vous le dis tout de suite. Par exemple, à ce rythme, tu aurais pu être d'ailleurs la personne qui a interviewé les derniers dinosaures sur la planète. En leur posant la dernière question. On en a Donc bientôt 1 million d'abonnés sur YouTube. Et ce qui est important, c'est que ces 41,5 millions d'écoutes actives sur 2024, ce million d'abonnés sur YouTube, c'est une formidable reconnaissance des auditeurs pour Sud Radio. Et ça nous oblige. Donc d'abord un grand bravo à ces auditeurs et ces followers, ces internautes, on peut les appeler comme un grand merci. Et un grand merci aussi à toutes les équipes de Sud Radio, de vous, qui apparaissez, qui brillez à l'antenne à juste titre, mais aussi toutes les équipes derrière qui travaillent toute la journée, l'équipe digitale et toutes les équipes de la rédaction.
Merci Frédéric Jouve, directeur des programmes de Sud Radio. Bravo à toutes les équipes, bien entendu, et vous faites bien de le dire. On remercie tous les jours, nous, nos équipes des Vraies Voix, mais l'ensemble de la chaîne, l'ensemble de ceux qui sont dans les coulisses, ceux qui sont à l'antenne, les auditeurs, la clarté, l'intelligence et parfois le discernement de nos auditeurs nous oblige effectivement à de l'excellence, et on fera en tout cas avec Philippe David et toutes nos équipes le meilleur pour vous donner le meilleur. Merci en tout cas Frédéric Jouve. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant avec la suite des Vraies Voix. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix jusqu'à 19h. On vous souhaite la bienvenue. On espère que tout va bien. En tout cas, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Tenez cette table-là. Et tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Ah bon? Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards. Mais je sais pas si vous avez reconnu. Le tour de table. De l'actualité. Je suis pas dans le coup. Très bonne vanne de Philippe Bilger. Les deux, ça va. Et vous voulez parler de Juliette Binoche. Oui, alors c'est un sujet délicat aujourd'hui dans un climat où le féminisme est en apothéose, en quelque sorte. J'aime beaucoup l'actrice Juliette Binoche. Clairement, c'est une très grande comédienne, mais elle vient d'être désignée comme la future présidente du Festival de Cannes. Au mois de mai 2025, on avait déjà eu une femme l'an dernier, Greta Gerwig, qui avait été présidente. Alors, je commence à discuter le fait que pour compenser la multitude des présidences viriles, on éprouve le besoin de nommer 2 années de suite des femmes, comme si on allait rattraper des retards qui n'ont rien de scandaleux. Et surtout, je suis très inquiet. Parce que quand je lis les entretiens de Juliette Binoche, quand je la vois parler à la télévision ou à la radio, je suis effaré par le progressisme un petit peu facile, confortable, le caractère sociétal mais ennuyeux qu'elle développe. Je suis sûr qu'avec elle comme présidente, on aura un film, je crains le pire, qui ne satisfasse pas l'ensemble des spectateurs. Un mot? Alors oui, un mot. Écoutez, pour ma part, je me félicite qu'il y ait de plus en plus de femmes présidentes du jury à Cannes. Oui, c'est un fait, c'est pas une posture, mon cher Philippe. C'est là pour le coup, moi je suis pas dans le coup, je ne serai jamais président du Festival de Cannes de toute façon. Et c'est un fait qu'il y a tellement eu. En plus, le milieu du cinéma, on le voit avec la vague MeToo, ça a été un milieu, et peut-être c'est encore aujourd'hui un milieu tellement misogyne, tellement maltraitant pour les femmes. On vient de voir encore, là ça vient de tomber, la décision de justice concernant l'affaire de la jeune Adèle Haenel. Tout ça, si vous voulez, c'est tellement une honte qu'il me semble que franchement, ce n'est pas si grave. Ok, ce n'est pas l'alternance de 2 années de suite, une femme. Écoutez, oui, ça, même si ça rattrapera jamais, ça fait quand même du bien par rapport à tous ces espèces, de vieux types comme ça. Ça change un peu d'air. Et puis, c'est une immense comédienne, Juliette Binoche, donc c'est plutôt pour ma part une bonne nouvelle. Et en plus, elle est, pardon d'être un peu chauvin, elle est de chez nous, donc écoutez, c'est plutôt bien. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, docteur. C'est évidemment qu'il faut plus de femmes, évidemment que d'ailleurs que ça soit un homme ou une femme. Enfin moi, ça ne me gêne absolument pas. Si c'est une femme, c'est évidemment mieux. C'est bon à savoir. Voilà. Non, mais je suis féministe, mais je ne suis pas, et c'est tout le soupçon que vous faites porter sur cette future présidence de jury. C'est le wokisme. C'est finalement cette espèce de biais, cette espèce de biais sociétal qui va encore une fois souffler, je dirais, sur un jury, sur une compétition, sur un grand rendez-vous culturel regardé par le monde entier, voilà, et qui a une influence, non pas uniquement sur l'industrie cinématographique et toutes celles et tous ceux qui aiment le cinéma, mais aussi sur nos enfants et aussi sur les médias, sur celles et ceux qui vont traiter et accompagner ce festival qui mérite évidemment de l'être. Donc vous avez raison, Philippe Bilger. Mais je fais quand même la séparation des choses. Voilà, je fais la part des choses. Voilà, on a le droit d'être féministe, mais on n'est pas obligé d'être wokiste
pour être féministe. Cela dit, on peut peut-être lui accorder le bénéfice du doute. Nous verrons, affaire à suivre, nous verrons bien lors du festival quel sera le film récompensé. Philippe Bilger a quand même et de l'expérience, certes, et des infos. Même les meilleurs se trompent parfois. La pente dont parle Sébastien est très nette aujourd'hui. Je n'ai rien contre le féminisme, mais il faut voir qu'il induit en permanence dans tous les domaines. Là, je m'adresse à l'entrepreneur. En tant que femme, si je puis me permettre, il ne faut pas que ce soit contre-productif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nous imposer parce que nous sommes du genre féminin. Voilà, c'est tout ce que je dis moi, parce que ça va à l'encontre d'une bataille ou en tout cas d'un travail qui fait que tout doit devenir naturel. Et moi, qui m'embête réellement, généralement, quand on m'appelle en me disant oui, vous savez, on a besoin d'une femme, donc on vous appelle. Et ben je dis non en fait. Je dis non parce que c'est une mauvaise solution. Cécile, je m'autorise une remarque. Évidemment, vous êtes une femme, donc votre expérience est extrêmement intéressante. Pour autant, vous êtes une femme qui a particulièrement réussi dans le milieu des médias. Et ce n'est pas toujours le cas. Il y a combien de femmes qui ont été évincées, notamment dans les entreprises? Moi, je m'adresse à l'entrepreneur qui est à mes côtés, Sébastien. Moi, j'entends des types qui ne sont pas si vieux, des grandes écoles, des entrepreneurs dire moi, vous ne dites pas la vérité. Je veux pas de bonne femme chez moi. Ils parlent comme ça encore aujourd'hui. Vous ne dites pas la vérité. Bien sûr que c'est vrai. Je n'ai jamais été numéro 1 sur une chaîne de télé. Eh bien, j'ai toujours été. Vous auriez dû. Bah peut-être. Voilà, mais quand vous dites la réussite, c'est d'avoir sa propre émission, machin. Ce que je n'ai jamais eu, que j'ai toujours partagé avec un homme. Donc ne dites pas c'est pas ça. Mais quel homme là. Là, en l'occurrence, oui, là c'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais eu cette émission à moi. J'en ai fait une et voilà, et fais ton petit tour et tu t'en vas. D'ailleurs, est-ce qu'on est sûr que Philippe David est un homme? Ça, c'est une vraie question. Je ne répondrai pas. Moi, je pourrais répondre, mais ça va faire des dégâts, je vous le dis tout de suite. Non, mais ce qu'il a dit, parce qu'on reboucle sur le wokisme, justement. Allez. Et là aussi, je m'adresse à l'entrepreneur qu'est Sébastien. Non, mais là, faut passer autour de la table. Au cinéma, c'est pas si bon. Disney, l'action Disney, c'est casser la figure plein pot parce qu'ils font des films trop woke. Allez, les amis, il nous reste une minute pour deux sujets. Sébastien Ménard, les rats qui quittent le navire et ceux qui font faillite. J'ai été profondément choqué par les propos de la syndicaliste, patronne d'un syndicat et pas des moindres, Sophie Binet. Madame Binet. Oui, voilà. La CGT. Que honnêtement, j'ai toujours trouvé, même si je ne partage rien de ses idées, mais je l'ai toujours trouvé plutôt alerte, en tout cas pour défendre des convictions qui ne sont pas les miennes, mais qui peuvent servir un certain public. Voilà. Et là, honnêtement, les rats qui quittent le navire. Alors oui, il y a toujours eu des rats qui quittent le navire. Évidemment, il y en aura, il y en a eu, il y en aura encore. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on pense pas aux rats qui meurent sur le navire. Voilà, parce que sur le pont du navire, il y a des tas de gens qui dansent avec le pognon gagné par celles et ceux qui sont dans les soutes. Et dans les soutes, chaque année, vous avez des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui finissent, c'est même pas qu'ils boivent la tasse en fait, parce que c'est même pas ça le sujet, mais qui crèvent. Voilà, qui crèvent avec leurs entreprises, qui crèvent avec leurs salariés et qui crèvent, je dirais, en famille comme en collectivité. Et donc j'ai une pensée pour eux parce que on a toujours tendance à se dire que finalement le chef d'entreprise c'est celui qui le nanti. Voilà, oui, qui peut créer, qui peut se débrouiller, qui peut décider, qui a ses notes de frais, qui a machin. Enfin, c'est cette espèce d'image d'Épinal qu'on renvoie parfois maladroitement les uns les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que pensons à ces 68 000 entrepreneurs. Ils sont 65 764 exactement à avoir déposé le bilan. Et moi, j'ai beaucoup de mes confrères qui m'appellent pour savoir si je peux reprendre leur boîte. Je passe un temps fou dans les tribunaux de commerce. C'est effrayant ce qui se passe. Il y a eu évidemment l'effet Covid qui a protégé plein de gens, mais ce qui se passe depuis 2 ans, c'est effrayant. Et ça n'est qu'un début. Et ce n'est qu'un début. Vite fait avec vous, Jean Dorido, sur parce qu'on est déjà hors temps. C'est une pétition qui vient de démarrer en quelques mots, si vous voulez. On a des associations, notamment Foodwatch, qui surveille ce qu'on mange, Yuka, c'est cette application qui scanne ce qu'on mange, et la Ligue contre le cancer qui lance aujourd'hui même, mardi 4 février, une pétition pour qu'on arrête en Europe de mettre de l'aspartame dans ce qu'on mange, parce que l'OMS en juillet 2023 a mis sur la liste des produits possiblement cancérigènes l'aspartame, qui est cet édulcorant pour sucrer les sodas, même dans les chips il y en a, et en fait rien ne se passe. Voilà, c'est un sujet pour les jeunes. Rien ne bouge, et on a un vrai sujet, et donc il lance cette pétition que chacun peut signer pour supprimer
purement et simplement l'aspartame de nos assiettes. Merci mes amis. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix. On a un petit peu de retard. Emmanuel Macron disparu un petit peu des radars. On le voit sortir du bois une fois de temps en temps. Est-ce que le macronisme paraît très, en tout cas, à l'arrêt? Alors parlons vrai, le président de la République est-il encore écouté, y compris dans son propre camp? Et à cette question, Macron est-il démonétisé? Vous dites oui à 94%. Vous voulez témoigner pour vous, il est ou il ne l'est pas? On attend vos appels au 0826 300 300. Appel, je le rappelle, monétisé à 5 centimes TTC. Il est fou. Allez, à tout de suite. Oui. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et dans cette émission à laquelle vous êtes invité, convié à échanger, en tout cas à partager avec nous au 0826 300 300, avec autour de cette table Philippe Bilger, Sébastien Ménard et bien entendu Jean de Rideau et bien entendu Philippe David. Ça va mon Philippe? Ça va très bien. Oh, vous avez l'air serein, j'adore quand vous êtes serein. 41 millions et demi. Je sais pas, je m'en remets pas. De quoi? C'est bon, ça. D'auditeurs en numérique l'an passé. 41 millions et demi, ouais. Vous vous rendez compte? Et l'heure d'après, je vous propose de remercier prénom par prénom. Allez, tout de suite, on garde l'antenne jusqu'à demain à peu près 23h. Tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Macron, il n'a pas démissionné, mais il est déjà complètement out. Emmanuel Macron, non seulement n'écoute rien, mais n'entend pas les messages que lui envoient les Français. Je pense que sa parole est complètement démonétisée. Il y a une atmosphère de fin de règne, mais aussi une atmosphère de fin d'une époque. Le président multiplie donc les déplacements, mais Emmanuel Macron peine à exister depuis la dissolution. Une ambiance de fin de règne, vous l'avez entendu, qui s'est installée et qui est là, et nous ne sommes qu'à mi-mandat. Alors parlons vrai, est-ce que seule une dissolution peut remettre le président au centre du jeu politique? Et il faut attendre au moins le 7 juillet prochain. Et à cette question, Macron est-il démonétisé? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce que Emmanuel Macron conduit encore ce pays? Moi, je crois que d'une certaine manière, il le conduit encore. Alors, bien sûr, la dissolution a éloigné beaucoup de ses soutiens d'origine, à tel point que récemment, j'ai lu un excellent article sur les 4 ou 5 qui lui demeuraient fidèles à l'Élysée. Mais il n'empêche que la dissolution, vous avez raison, Philippe, de l'évoquer, même si lui-même a dit qu'il n'y procéderait pas, ce qui n'est pas la démonstration qu'il ne le fera pas. Enfin, on en est persuadé. Mais il continue à avoir de l'importance, à la fois ponctuelle et même sur le plan de la politique et de l'économie, par petites touches, par des recommandations, par une forme de familiarité qui marche bien avec François Bayrou. Donc, il n'a plus le pouvoir d'avant, entendons-nous, mais il n'est pas aussi démonétisé que la question le prétend, et d'ailleurs la question reprend la majorité de ceux qui pensent qu'il n'est plus utile. Je crois que c'est l'inverse. Un homme comme lui ne passe pas tout de suite sous la table sans réagir. Jean de Rideau. Non, c'est un fait que, oui d'abord, sa parole est monétisée, c'est le président, c'est lui qui a le bouton de la bombe nucléaire, c'est le chef des armées, c'est lui qui intervient sur la scène internationale pour défendre les intérêts supérieurs de la France, donc là-dessus, ça semble une évidence. Maintenant, c'est un fait, quand on a connu le jeune homme plein d'élan, la Start-up Nation de 2017, et cette espèce de réel espoir quand même, il a été élu président de la République de façon assez stupéfiante, si j'ose dire, un vrai succès et un vrai élan avec cette espèce de dégagisme positif. Je dirais, voilà, la vieille politique, c'est fini, maintenant on veut du sang neuf, on veut de la société civile, on veut des entrepreneurs, des personnes qui vont reprendre les choses en main.
là, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça a vraiment du plomb dans l'aile. On a de la vieille politique à l'ancienne, des 49-3 à qui en veux-tu, en voilà, une situation complètement inédite. Il a quand même réussi, malgré tout son talent, à casser cette cinquième République qui était faite précisément pour qu'il y ait toujours une majorité en capacité de gouverner, pour qu'il y ait un exécutif fort, associé au législatif. Et là, c'est vrai que ça avance. On avance avec le pied sur le frein, avec cette assemblée qui a un gouvernement. Il n'y a pas de majorité. François Bayrou fait ce qu'il peut, mais oui, là, c'est vrai que la Startup Nation, elle en a vraiment pris un coup, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Sébastien Ménard. La Startup Nation n'a jamais existé. La Startup Nation, c'est une punchline, je dirais, politico-médiatique, dont on a probablement voulu faire trop facilement, trop aisément une marque de fabrique, mais ça n'a jamais existé. Emmanuel Macron a essayé, quelque part, de considérablement moderniser la vie politique française, de vouloir accélérer, je dirais, le renouveau de la vie politique française. Mais quelque part, la vie politique française, elle s'est organisée autour de lui. Elle s'est organisée autour d'un président qui était omniscient, omnipotent, omniprésent, jupitérien. J'allais le dire, docteur. Et on se rend compte d'une chose, c'est que face aux colères légitimes des Françaises et des Français, pas contre Emmanuel Macron, mais contre finalement une espèce de dépréciation d'un vieux continent, d'un pays qui est quand même arc-bouté sur une grosse partie de son histoire, qui doit laisser sa place, je dirais, à ses enfants de toutes les couleurs, qui doit laisser sa place à ceux qui font, à ceux qui font pas, à celles et ceux qui pensent la France à 10 000 km d'ici, etc. Et en fait, le pari qu'il a essayé de faire, c'était de dire, et de droite et de gauche, on va avancer tous ensemble. Bon, dans un pays comme la France, c'est beaucoup plus compliqué. Il aurait dû, probablement, et c'est la raison pour laquelle je pense que, en tout cas, dans les 2 ans qui viennent, il va être tout sauf démonétisé, parce que le système français, la 5e République, est ainsi faite, et vous l'avez dit, docteur, qu'il est au cœur du jeu politique. Il est au cœur du jeu politique jusqu'en mai 2027, quoi qu'on en dise. Et qu'aujourd'hui, on a quand même un Premier ministre qui devrait passer la censure dans quelques heures. Qui a fait Emmanuel Macron, qui est l'un des artisans de la victoire d'Emmanuel Macron en 2016. Et je l'ai dit déjà sur cette antenne, tout ça pour ça. On a tout fait, et on va pas se mentir, on a tout fait pour éviter d'avoir François Bayrou, qui était d'une vieille gloire du centrisme, de la droite moderne, démocrate chrétienne, etc., au gouvernement. On a tout fait, et les uns les autres. Et force est de constater que c'est peut-être pas la pire des solutions, et que le macronisme est loin d'être mort, le en même temps est loin d'être mort, parce que c'est exactement ce qu'est en train de faire dans les heures qui viennent, et qui fera le succès de François Bayrou. Et le succès de François Bayrou, pardonnez-moi, c'est le succès d'Emmanuel Macron. Philippe Bilger, est-ce qu'on n'est pas dans le syndrome du second mandat? Exemple, Mitterrand était démonétisé pendant la seconde cohabitation qu'il a eue avec Balladur, ou Chirac après la défaite du référendum du traité constitutionnel européen de 2005 à 2007. Sûrement. Mais là, il y a un double élément qui fait rajouter. D'abord, on n'a jamais eu le sentiment, malgré l'exploit, selon lui, de sa réélection, qu'on a une vraie campagne. Et deuxième élément, la dissolution a créé une énorme déception, pour ne pas dire plus. Mais là où je ne rejoins pas totalement Sébastien, c'est lorsque vous dites, Sébastien, qu'il n'a jamais, lui, fait l'objet d'une opposition. Au contraire, je dirais qu'on n'a jamais connu un président qui a fait l'objet d'une opposition tellement virulente et continue qu'elle sortait en quelque sorte du champ politique pour entrer dans le domaine presque humain et celui du tempérament. Il y a ce qu'on raconte et il y a ce qu'on vit. Non mais attendez, il y a effectivement la voiture du président de la République qui, il y a quelques années, se fait caillasser en sortant d'une sous-préfecture. Ça, c'est vrai. Mais quand vous vous déplacez avec le président de la République, quand vous le rencontrez, c'était encore mon cas la semaine dernière, il n'y a pas que des gens qui lui jettent des cajots de tomates. Il y a plein de gens qui prennent plaisir à discuter avec lui, même la plupart des gens d'ailleurs sont pas nécessairement d'accord avec lui. Mais le mec, il est hyper smart, hyper connecté à la vraie vie des gens, contrairement à l'image qu'on veut renvoyer de lui. Il est dans sa tour d'ivoire, il comprend pas, il sait pas parler, etc. Non, il est capable de rentrer dans un troquet, de prendre une bière avec des tas de gens et de repartir et de faire 500 selfies. C'est une réalité. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais enfin, il est quand même capable, le président, c'est inédit dans la 5e République, d'être tout à fait clairement réélu en 2022, et dans la foulée, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale.
Et ça, c'est quand même quelque chose d'inédit et qui montre, pardon, mon cher Sébastien, à quel point Bilger a raison, pour le coup, cette absence de campagne en 2022, cet argument unique, pour ne pas dire inique, je suis le seul rempart contre l'extrême droite, c'est quand même un monsieur, il s'est engagé, il dit, voilà, avec moi, attention, vous allez voir ce que vous allez voir, avec moi, il n'y aura plus de Rassemblement national. Terminé, disparu, abracadabra, lui qui aime les coups de l'épaulard. On n'a pas Jordan Bardella, Premier ministre. On n'a jamais eu de RN aussi fort. On n'a pas Jordan Bardella, Premier ministre. Je veux dire, Emmanuel Macron, la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans la mer. Emmanuel Macron, hein, c'est le verbatim. Oui, mais enfin... La Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans la mer. Le mot de la fin, quand même, ne criez pas. Essaye encore, je ne crie pas, ma chère Si Cécile. vous criez, j'ai mal aux oreilles. J'ai un argument de moi. Le mot de la fin, Philippe Bilger. C'est intéressant, mais je tire de notre échange que j'ai trouvé passionnant le fait qu'il continue d'exister encore. Voilà. Et ce sera le mot de la fin, en tout cas, pour ce soir. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Sébastien Manard. Merci beaucoup, Jean Dorido. Philippe David, on vous retrouve à partir de 20h. Pour les vraies voix du foot, on va se préparer. Là, on affûte les crampons avec Guy Carlier et Emmanuel Galasso. Je pense que comme c'est un peu humide, on va mettre des 18 à lui ce soir. C'est ça. Et vous allez me faire le tour de la radio en courant. Et puis vous revenez dans une heure. Parce que sur le bitume, là, c'est un coup à glisser, à se faire très mal. Allez, on vous retrouve dans un instant avec Nicolas Leroy. On parlera des seniors aujourd'hui. L'emploi des seniors a un sujet très important, voire même primordial. À tout de suite.